Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le baladeur CD de Philips, ce lecteur portable supportant jusqu'à 99 pistes mais doté d'une bien faible autonomie. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons aborder un autre lecteur optique autrement moins populaire. Tout commence en 1980 avec la publication du Red Book par Sony et Philips. Derrière ce terme se cache la spécification du CD audio. Plusieurs autres spécifications furent écrites par la suite et rassemblées sous le terme de Rainbow Books. Parmi elles, le Yellow Book qui spécifiait le CD-ROM et sa variation, le Green Book qui désignait le compact disque interactif. Ce nouveau CD multimédia, pouvant contenir à la fois des données et de la musique, était destiné à un nouveau type d'appareil. Même si Sony participa à son élaboration en 1986, seul Philips se décida à l'employer et à populariser ce qui allait être plus communément appelé CDI. Outre Sony et Philips, une troisième société appelée Microware contribua à sa création. En l'occurrence, elle fut sollicitée pour l'utilisation de son système d'exploitation temps réel et multitâche, l'OS 9. Celui-ci était basé sur Unix et fut développé dès 1979. Compatible avec la famille Motorola 68000, cet OS était idéal pour un appareil domestique tel que celui imaginé par Philips. Pour l'anecdote, l'OS 9 fut aussi le système d'exploitation du Fujitsu FM7, du Color Computer de Tandy et eut également droit à un portage sur MO5. Suite à cette proposition, Microware prit alors en charge toute la partie logicielle et développa une version spéciale de son OS 9 pour le CDI, appelé CDR-TOS. Un système d'exploitation qui allait contribuer à concrétiser le projet de Philips, celui d'une plateforme multimédia dédiée aux jeux, à la vidéo et à la musique. Et ce, pour un public de particuliers, voire même de professionnels. Pour cela, le CDI fut doté de composants déjà éprouvés, à l'image du bien connu 68000. Il était ici présent dans une version modifiée et exclusive, appelée SCC 68070. Comportant des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un contrôleur DMA, il était aussi doté d'un support de bus de communication, comme l'I2C ou l'UART, servant à communiquer avec des périphériques, qu'ils soient internes ou externes. De base, le CDI était d'ailleurs livré avec 1 mégaoctet de RAM. Un contrôleur vidéo, le SCC 66470, s'occupait lui de gérer la partie visuelle. Permettant une résolution allant jusqu'à 768 par 560, avec 32 768 couleurs affichables sur 16,7 millions, celui-ci n'était pas vraiment adapté aux exigences techniques d'animation des jeux vidéo. Ne pouvant générer que peu d'effets, hormis un effet de mosaïque, il était dépourvu de gestion hardware de sprite, de scrolling, mais pouvait quand même faire office de blitter. Malgré cela, ce processeur graphique était en fait plutôt destiné à de basiques contenus multimédia. Il fut d'ailleurs remplacé par la suite par le MCD 212, tandis que le CPU fut lui remplacé par le MC 68341, un dérivé du 68020. Lors de la sortie du CDI au début des années 90, la vidéo numérique commençait alors à se démocratiser. Le CDI n'étant pas assez puissant pour décoder des vidéos de format MPEG, Philips décida alors de sortir une cartouche d'extension. Celle-ci se basait sur le DSP 56001 de Motorola, prévu à l'origine comme un composant d'un modem et présent aussi sur le Falcon d'Atari. Supportant le format MPEG 1 et fournissant 1,5 mégaoctets de RAM supplémentaire, cette cartouche devint rapidement une extension essentielle pour tout possesseur de CDI. Celle-ci permit d'ailleurs à certains d'entre eux de s'essayer au film de format VCD, un format populaire en Asie et qui préfigurait le futur DVD. Le CDI fut l'une des plateformes multimédia ayant possédé le plus grand nombre de versions différentes. Outre le modèle de base CDI 210 avec un emplacement pour la cartouche MPEG, il y eut aussi la version allégée CDI 450, ainsi que les versions professionnelles 470 et 490, intégrant directement la cartouche vidéo. Il y eut en tout une dizaine de modèles différents, auxquels il faut ajouter une chaîne Wi-Fi ainsi qu'un téléviseur. Du fait de son positionnement hybride, entre l'utilisation professionnelle et domestique, le CDI vit apparaître également un grand nombre d'accessoires. Parmi eux, il y eut différents modèles de souris, un trackball, une version pour enfants, une manette, une télécommande plus précise que celle de base ou encore un clavier.
Un kit de connexion avec un modem permettait même de se connecter à Internet. La ludothèque du CDI fut quant à elle des plus étranges, mélangeant tous les genres possibles. Parmi ces jeux, il est à noter un partenariat avec Nintendo. En effet, après avoir abandonné les tractations avec Sony pour la création de son extension CD-ROM, Nintendo s'associa alors avec Philips. Les clauses de cet accord autorisèrent notamment Philips à employer des personnages de la célèbre firme japonaise pour les jeux du CDI. Ce qui donna naissance à des titres comme Zelda's Adventure, Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon et Hotel Mario. Malheureusement, ces jeux s'avérèrent être de véritables catastrophes. En tant que console, peu de titres furent en effet réellement intéressants sur CDI. La faute revenant également à une télécommande qui s'avérait inadaptée à la plupart de ces types de jeux et rendait donc l'achat d'une manette obligatoire. Le CDI n'était pas une mauvaise machine et ne fut pas vraiment un échec cuisant pour Philips. Seulement, à vouloir tout faire, le public eut bien du mal à comprendre sa véritable utilité. Mais cet appareil multimédia fut malgré tout un précurseur. Car en 1992, avec le CDI, il était possible de regarder des films, des photos stockées sur un photo-CD, lire des encyclopédies enrichies de sons et de vidéos, jouer à des jeux récents, voir des clips musicaux, chanter en karaoké et même passer son code de la route. Il était également employé dans des présentations multimédia par des municipalités et autres sites culturels. Aucune machine aussi versatile ne fut conçue directement par la suite, même si la 3DO, apparue quelques années plus tard, tenta de créer un nouveau standard multimédia. Mais ça, c'est une autre histoire.